Donc les pizzas sont là, donc je vais essayer d'être rapide, parce que je sais que vous en avez marre. Je vais vous parler de choses beaucoup plus abstraites, moi. Je vais vous parler de... En fait, ça va être un peu un résumé de... Pour ceux qui suivent un peu les Swift Forums, un mec d'Apple, Joe Groff, a publié un thread il y a quelques mois maintenant, sur, qui s'appelait Improving the UI of Generics. En gros, l'idée c'était qu'est-ce qu'on va faire des generics. On a fait des trucs sympas, mais il y a plein de trucs qui vont pas encore assez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Du coup, je vais un peu parcourir ça. Je vais me focus vachement sur une feature qui a déjà été implémentée en 5.1, qui est utile et vous avez déjà dû voir pas mal de blog posts qui survolent le sujet à propos de... parce que c'est vachement utilisé dans la nouvelle librairie de SwiftUI. Mais je vais rentrer un peu plus dans les détails à ce moment-là. Je vais commencer par un rappel ultra rapide. Ultra rapide parce que je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est que des génériques. Et que, encore une fois, les pizzas sont là, donc ça avance. Donc les génériques, qu'est-ce que c'est? C'est des outils qu'on utilise tous les jours. Typiquement, on a des structs qui sont des arrêts. Donc on a un tableau de quelque chose. Le quelque chose, c'est le placeholder, c'est ce qui rend le tableau générique. C'est la même chose, on utilise ça tous les jours, mais les optionals, c'est pareil, c'est un générique. Il y a quelque chose à l'intérieur, le compilateur a besoin de savoir ce qui se passe. Donc on a un placeholder qui dit, bon là il y a un type, et du coup, au moment où on en a besoin, on met un type dedans, et ça nous permet d'avoir un code qui est utilisable avec quasiment tous les types. C'est le cas pour des structures, des enums, des classes, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi des fonctions, les generics. On peut avoir des fonctions generics, c'est-à-dire que on va avoir un argument de type et on va lui donner donc la fonction, elle fait au-delà de, enfin elle bosse avec ce type et on a un code qui permet de, typiquement là c'est un code qui est ultra simple et qui permet d'échanger deux valeurs de variables. C'est pas utile tous les jours, hein, mais c'est du code qui est ultra générique. Donc on peut l'utiliser avec tout et n'importe quoi. Le moment où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on se dit que, d'accord, là, dans ma fonction, j'ai deux variables A et B, et ils sont de type T. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, je sais absolument pas ce que je peux en faire. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire beaucoup plus intéressant que cette fonction avec cette signature. Mais le moment où ça devient intéressant, c'est qu'on peut mettre des contraintes sur les types des génériques. Donc typiquement, si on se dit que ok, moi maintenant je vais écrire une fonction compare, encore une fois pas très utile, mais bon, c'est pour le besoin de l'exemple. Et ici, j'ai besoin que les deux arguments, donc A et B, ils soient d'un type T, et en plus dans ce type T, j'ai envie qu'ils vérifient des conditions, les conditions qui sont celles du protocole comparable. Donc pouvoir dire qu'on va pouvoir les comparer. Ok, donc pour là, je pense que tout le monde est à peu près clair sur les generics, et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je vais attaquer dans un sujet qui a l'air un peu... vous en avez peut-être même jamais entendu parler. Et ça a l'air complètement décalé, mais ça va s'éclaircir. L'idée, c'est que en Swift, on a deux choses. On a ce qu'on appelle la type level abstraction et la value level abstraction. L'idée, c'est que ce qu'on appelle la type level abstraction, c'est typiquement ce qu'on avait dans la fonction précédente. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma fonction, j'ai deux variables A et B, elles sont de type T, qui est un type vraiment défini. C'est-à-dire que si à l'intérieur de ma fonction, j'ai envie de dire ma variable A, je vais mettre une string à l'intérieur, je vais me faire engueuler par le compilateur parce qu'il va dire mais d'où tu sais que T c'est une string, ce qui est normal. Mais on a quand même une interface qui est celle de comparable parce que on a ce qu'on appelle la type level abstraction. C'est-à-dire qu'on a en apparence les contraintes qu'on a posées sur notre type, et en pratique, le compilateur sait toujours qu'il y a un type à l'intérieur. Il suppose pas que c'est n'importe quoi de ce type. Et la value level abstraction, c'est directement relié, c'est ce qu'on a avec les types existentiels des protocoles. C'est-à-dire qu'on a tous fait ça à un moment ou à un autre. Donc on a une variable qui est de type protocole, et en fait c'est là où Swift mélange un peu les deux. C'est-à-dire qu'un protocole, c'est d'une part c'est des contraintes sur un type. Quand on dit mon type il implémente tel protocole, c'est-à-dire que
toutes les instances de ce type, par exemple, elles vont répondre à telle fonction et telle variable. Donc ça, c'est la partie contrainte. Et il y a une partie qui est cachée et qu'on assimile un peu les deux en Swift, ça provoque pas mal de confusion. C'est qu'il y a souvent, je dis souvent, pas tout le temps, un type existentiel associé. C'est-à-dire que je peux aussi dire ma variable est de type protocole. Et ce que ça change, c'est que là, à l'inverse, si je voulais réécrire ma fonction du dessus en disant je fais un compare de A et B qui sont de type comparable, en supposant que c'est possible, et bah là, à l'intérieur, je pourrais très bien imaginer dire dans ma variable A, j'ai envie de mettre une string, parce que ça remplit ces conditions, et le compilateur ne sait pas le type qui est à l'intérieur, enfin il le sait, c'est le type existentiel, et on peut caster de n'importe quel type qui implémente ce protocole vers le type existentiel. Donc ça mène à quoi? C'est que, pourquoi je vous parle de ça? C'est que il y a deux endroits où la différence de ces abstractions elle est intéressante. C'est que il y a l'endroit pour une fonction, c'est les arguments ou le type de retour. Donc pour les arguments, le type level abstraction, on le voit dans l'exemple, on est capable de le faire avec des generics. Le value level abstraction, c'est simple, on met un protocole quelconque à la place du type et c'est pareil, on l'a aussi. Pour le retour, en revanche, on n'a que le value level abstraction. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer un protocole, mais on peut pas, enfin, maintenant on peut, mais jusqu'à il y a très peu de temps, on ne pouvait pas renvoyer un type spécifique sans dire quel était ce type. Je vais m'expliquer. Ça m'amène donc à l'évolution de Swift dont je voulais vous parler spécifiquement, qui est les types de retour opaques. Donc quand on regarde les retours, il y a plusieurs manières de renvoyer quelque chose qui vérifie les contraintes. Les contraintes qui vont être définies par un protocole ici. Mais en soi, ça pourrait être une classe, ça pourrait être whatever. C'est des contraintes qu'on impose sur notre type. Donc soit on fait ça. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, il n'y a pas d'abstraction. Ça marche très bien, hein, mais quand j'utilise ma fonction, la valeur de retour, elle n'est pas cachée, elle n'est pas restreinte à aller aux contraintes que j'ai imposées sur mon type. J'ai accès à tout ce que mon type implémentant définit, mon type T. La deuxième solution, ça va être d'utiliser un type existentiel de protocole, mais encore une fois, si je définis une variable A dans laquelle je mets le résultat de foo, et je pourrais à nouveau changer la valeur de A avec n'importe quel type, n'importe quelle valeur dont le type implémente les contraintes. Et ça, j'ai pas forcément envie. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le type reste le même, le type du tout, qu'on voit pas. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant avec, avec les retours, les types de retour opaques. C'est qu'on peut définir donc des types de retour de fonctions qui vont dire voilà, il y a un type, l'utilisateur il le connaît pas, le compilateur il le connaît, et il vérifie ses contraintes. Donc on peut utiliser l'API qui est liée aux contraintes, mais derrière on peut pas accéder, on peut pas le manipuler en connaissance du type. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand on design une API, c'est plus comme dans l'exemple du haut, l'appelant qui décide du type qu'il va recevoir, c'est l'appelé. C'est-à-dire que moi je fais mon API et j'ai envie que ma fonction elle envoie tel type de retour, mais j'ai pas envie de dire ce que c'est mon type de retour. J'ai juste envie de dire il remplit telle condition. Donc qu'est-ce que ça change de laisser l'appelant décider et pas l'appeleur? Pour ça, je vais prendre l'exemple de la proposition d'évolution parce que il est adapté. Alors, dans son exemple, le type se dit moi je crée un framework qui va s'appeler Shapes et dans mon framework je vais manipuler des shapes. Donc il a un protocole qui définit ce que c'est qu'une shape. Tu peux la dessiner, tu peux vérifier si elle a des collisions avec d'autres types ou pas. Il définit des shapes de base, donc des rectangles, des triangles, des cercles, et des manières d'interagir, donc des unions, des intersections et des transformations. Jusque-là, ok, ça nous avance pas grand-chose. Maintenant, l'utilisateur de cette librairie, il va vouloir créer un jeu. Donc il se dit, voilà, mon jeu, il va ressembler à ça. GameObject, ça va être le protocole qui définit les objets que je fais apparaître à l'écran. Donc, parmi toutes les choses que j'attends qu'il ait une shape.
j'attends qu'il ait quelque chose que je peux dessiner à l'écran et dire, bah voilà, ça c'est l'image que je vais avoir à l'écran. Ok, bon bah faisons ça. Et maintenant, on va se dire, maintenant qu'on a défini à quoi ça va ressembler, autant définir un objet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une étoile à 8 branches. Donc mon étoile à 8 branches, elle ressemble à ça. On prend deux rectangles, on en fait tourner un et on les fusionne. Jusque-là, ça marche, hein. Mais c'est un peu relou de se trouver avec cette variable shape qui a un type à coucher dehors. Et puis, d'une part, on n'a pas forcément envie que l'utilisateur de notre struct 8.8 star il sache le type qui est implémenté. Et d'autre part, on a peut-être envie de pouvoir changer. Parce que là, on l'a implémenté comme ça, mais on pourrait l'implémenter autrement. On pourrait se dire, bah, en fait, moi, ce que je veux, c'est d'abord tourner mon rectangle et le coller avec un autre rectangle, plutôt que de faire dans l'autre sens. Mais dès qu'on fait ça, avant d'avoir ces types opaques, on introduisait une rupture de... J'ai plus les mots. On devait passer à une version majeure différente, simplement parce que il n'y avait plus de compatibilité, parce que le type a changé. Et ça, c'est quand même sacrément énervant de se dire que pour un changement aussi bête que ça, on se retrouve à faire une version majeure de notre librairie. Et en plus de ça, revenir sur enfin, sans parler du fait qu'à la base, on n'avait pas vraiment envie que l'utilisateur il sache ce qu'il y a dedans, quoi. Donc avec la nouvelle notation, on se retrouve simplement à dire, bon bah là-dedans il y a une shape, tu t'occupes pas de ce qui... Enfin, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe réellement. Et comme ça, la personne qui design sa librairie, il peut très bien dire, bon bah voilà, je l'ai dessiné comme ça, mais demain j'ai changé d'avis, je peux la refaire. Et il n'y a pas besoin de repartir de zéro, de repartir de zéro, de changer la version et de nécessiter une migration pour tous ces utilisateurs. Je vais être assez rapide du coup. C'est quoi les grandes informations à retenir sur ce que c'est qu'un... Pardon. Ce que c'est un type opaque. Ce qui est important, c'est de surtout ne pas confondre avec un type existentiel. L'idée, elle est simple. Un type existentiel, dedans, on a n'importe quelle valeur qui a n'importe quel type qui conforme à des contraintes. Un type opaque, on a un type spécifique qui conforme à ces contraintes. Et on peut pas changer de type en cours de route. C'est un type spécifique, on ne sait pas lequel, le compilateur le sait, et on ne peut pas le changer en route. Ce qui permet notamment, si jamais vous en servez, vous verrez que vous n'avez pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un type opaque de type sum collection, ce qui n'est pas possible pour un type existentiel. On ne peut pas avoir un type et lui dire c'est un type collection. Le compilateur ne saura pas quoi faire. Donc la deuxième chose, c'est ce que j'ai déjà dit il y a 2 secondes, c'est que le compilateur il sait ce que c'est et pour lui c'est important parce que Swift c'est un langage fortement typé et donc il ne nous laissera pas faire tout ce qu'on veut avec. Et la troisième chose, c'est un peu un détail, mais c'est pas c'est une des limitations de la chose, c'est qu'on peut pas trop les wrap. C'est-à-dire que si j'ai envie de définir par exemple, je sais pas moi, une struct qui a un type générique, je peux pas du tout lui dire je vais créer une instance avec un type générique dont le type est sum something. Parce que effectivement l'utilisateur il sait pas ce qu'il manipule, donc ça donne lieu à des choses qui sont pas très cohérentes. Voilà. Donc voilà pour ce que c'est que cette évolution qui a fait peut-être un peu de bruit. Je vais vous parler aussi d'autres choses qui sont évoquées dans le post de Geogrof, qui sont pas des choses je suis pas en train de vous dire que c'est sûr que ça va être mis en place, mais c'est des pistes d'évolution de ce qui est plus ou moins prévu, et donc de ce à quoi on peut s'attendre. Ça va être assez une shortlist et je vais pas pouvoir vous donner grand détail parce que c'est pas implémenté et je suis pas capable de défendre tout ce qui est possible ou pas. Donc voilà, c'est parti. Notamment dans l'idée, comme je disais tout à l'heure, les protocoles en Swift, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont deux chapeaux. Ils ont le chapeau de type existentiel, parce qu'on va dire ma variable elle est de type protocole,
et ils ont le chapeau de contrainte sur les types, qui est de dire bah, ma classe, ma struct, whatever, conforme à tel protocole. Et donc, il y a cette première idée qui est juste de clarifier la différence pour que les gens fassent pas cette erreur qui mène à beaucoup de confusion. Et donc, juste introduire un mot-clé NI pour dire bah, maintenant, si je veux que ma variable elle soit de type, le type existentiel du protocole, bah, je vais avoir besoin de le préciser. Ce qui va donner lieu à d'autres possibilités d'évolution, comme par exemple, on voit des gens qui parlent sur le Swift Forum de faire des extensions sur les types any protocol. Ce qui, euh, ce qui est différent de faire une extension sur le protocole. Parce qu'on va faire l'extension sur les variables qui sont de ce type-là. Et pas sur toutes les classes qui conforment à ce type. C'est un peu pas très clair, mais je vous laisserai creuser si ça vous intéresse. Il y a aussi la notion de améliorer la notation des génériques parce que on n'y comprend rien. Dès qu'on écrit des génériques, c'est assez vite le bazar. Et donc, bah, l'idée, c'est de fournir des notations un peu différentes. Ça, c'est un exemple comme ça. On pourrait en être un autre. J'ai chopé ça, ce qui a été évoqué à nouveau sur le forum, mais c'est pas. Enfin, je ne peux pas vous défendre les choix qui sont faits ici ou pas. Mais juste pour vous dire il y a un travail qui est en plan de dire comment on va faire pour améliorer les notations, que ce soit plus clair et que ce soit pas un enfer de guillemets dans tous les sens pour noter des génériques. Et puis, il y a une dernière chose qui va être de généraliser ce dont je vous ai parlé. Donc la notation de type opaque parce qu'actuellement c'est le cas que pour les types de retour de fonctions et quelques variables. Mais l'idée ce serait de pouvoir avoir quelque chose de plus clair dans les arguments de fonction. Typiquement là on sait que bah, on va donner deux collections avec chacun un type spécifique. Au final on n'a pas besoin de le savoir parce que dans l'implémentation on va juste les concaténer et on va renvoyer une collection avec un type spécifique. Et pareil, il n'y a pas besoin de savoir quel est le type en détail de ce qui va être envoyé. Et donc on a une fonction qui est ultra générique qui permet de concaténer n'importe quelle paire de deux collections en une seule collection. Ce qui est assez intéressant. Pareil, notamment là on voit des idées de comment clarifier les contraintes. Typiquement la collection point élément égale t. Vous pouvez essayer ça maintenant, ça va pas marcher des masses. Mais dans un monde mieux, peut-être de demain, on pourra peut-être faire ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions. Bon, bah si vous avez faim, allez-y.